That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission le 10 novembre à 19h30 à Paris, dans le 5e arrondissement, le cinéma La Clé, que vous connaissez, sera projeté un film qui est sorti le 21 juillet de cette année, un film qui s'appelle La Tour de Nesle, qui est une adaptation de la pièce de théâtre d'Alexandre Dumas, un film réalisé par Noël Herp, ici présent, et le film sera... En fait, c'est un film qui a été choisi par Diane Arnaud, qui est maître en études cinématographiques, maître de conférence en études cinématographiques, et donc qui a choisi ce film, La Tour de Nesle. Donc le film, vous pouvez le voir le 10 novembre à 19h30, et c'était l'occasion pour parler avec son auteur, le cinéaste, écrivain, critique de cinéma, acteur aussi dans le film, vous allez voir, et qui a aussi une autre actualité extrêmement importante. C'est un livre qui s'appelle Les films me regardent. J'aime beaucoup ce titre et on va parler aussi de ce livre. C'est édité chez Hémisphère Édition et je tiens à remercier énormément la maison d'édition, mais aussi Pierre-Julien Marest qui a été le passeur, on va dire, voilà, c'est grâce à lui que vous et moi nous sommes là pour discuter de tout ça, de cinéma, de la subjectivité. Et merci beaucoup donc en tout cas d'avoir accepté cette interview. Comment allez-vous, Noël Herp? Bah écoutez, très bien, un peu fatigué parce que il faut qu'il y a beaucoup de dates, à la fois des dates de présentation de mon film, des signatures du livre, et puis surtout des dates parce que ma raison sociale, disons, mon premier métier, mon premier et mon dernier métier, c'est quand même d'être historien du cinéma, donc surtout de parler des films des autres. Donc j'ai passé beaucoup de temps là cet automne à arpenter les routes de France, comme je l'ai fait pas mal de fois par le passé pour présenter des films de Clouzot, de Bresson, de Becker. Là, je suis un peu dans une période années 40, pour tout vous dire. Et je récidive, c'est le cas de le dire, la semaine prochaine à Orléans, dans le cadre du festival Récidive d'Antoine Debec. Et je vais à la fois présenter, alors ça me plaît assez, parce que je vais à la fois présenter des films des années 40, d'Abel Gance, de Pagnol, et en même temps mon propre film. Donc j'aime bien le fait de changer de casquette à chaque fois, et puis de me balader dans l'histoire du cinéma et en même temps de jamais en sortir, car je pense qu'en tant que cinéaste, je continue un peu à être historien du cinéma. J'espère ne pas être que ça, mais c'est vrai que faire des films, pour moi, c'est à la fois rendre hommage aux cinéastes que j'aime, m'inscrire dans leur ombre, et puis essayer à partir de ça de produire quelque chose de personnel, quand même, un tout petit peu. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que quand vous écrivez un film, vous avez tendance et que vous êtes par ailleurs un peu connaisseur de l'histoire du cinéma, vous avez tendance à vous appuyer sur des exemples de films que vous admirez, d'autant plus que les films que j'écris, mais cela dit, c'était vrai dès le départ quand j'ai fait un scénario original avec C'est l'homme, qui était un moyen métrage, scénario original. Ensuite, je suis passé à des adaptations théâtrales. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai fait un découpage, puisque je fonctionne beaucoup comme cela, j'ai besoin quand même de savoir un peu à l'avance où je vais mettre ma caméra. Je fonctionne un peu à l'ancienne. Beaucoup de gens font ça, mais beaucoup de gens ne le font plus également. Donc moi, j'ai un côté très Marcel Carné. J'ai besoin de savoir à l'avance comment ça va se passer, même si, évidemment, sur le tournage, je fais souvent tout autrement. Mais ça me rassure, ça crée un cadre, et c'est d'autant plus nécessaire dans les films que j'ai faits depuis 4-5 ans, qui sont des films de théâtre, comme je le disais, puisque là, je tourne en huis clos, en studio, dans un décor artificiel, donc j'ai à la fois besoin de savoir où je mets ma caméra, et j'en ai en même temps la possibilité, puisque très souvent, je tourne dans un lieu où j'habite, qui est un atelier que je possède dans le 11e arrondissement, qui est un peu ma factory, où je répète avec mes comédiens, je repère, si on peut appeler ça repérer, avec mon assistant, et où tout seul aussi, je fais un découpage en prévision des films à venir, en me disant, alors ça se passe dans la pièce où je suis en ce moment, entre autres, et là, je vais mettre la caméra comme ça, etc. On va créer de l'imaginaire à partir d'une toute petite cellule nucléaire de fiction, qui est mon appartement, en fait, un appartement qui est en fait une ancienne boutique avec quand même un peu de place, mais c'est non plus immense. Voilà, donc quand je fais cet exercice, qui n'est pas très amusant, parce que c'est toujours compliqué de préméditer,
imaginer les choses à l'avance. Bresson a très bien parlé de ça, du fait que quand on prépare un film, il faut à la fois prévoir et à un certain moment donné ne plus prévoir. J'aime aussi beaucoup cette phrase de Valérie qui dit vouloir, vouloir, vouloir et même ne pas vouloir. Je trouve que c'est une magnifique définition de la création artistique, c'est-à-dire cette espèce de dialectique entre la préparation et le lâcher prise. Bon, mais quand je fais ce travail, ce qui me gêne le plus, il y a des moments d'exaltation aussi, puis il y a des moments d'exaltation aussi sur le tournage quand on découvre que le découpage fonctionne pas si mal, ou au contraire qui peut être enrichi par des moments, des découvertes qu'on fait sur le moment. Mais encore une fois, ce à quoi je voulais en venir, c'est cette question de la culture cinématographique qu'on peut avoir. C'est-à-dire que on a tendance à vouloir faire un certain type de plan parce que ça fait penser à Bresson, justement, ou à Hitchcock, ou à Murnau. Ça a notamment été un peu ma hantise lorsque je faisais Fantasmes et fantômes, qui était mon précédent long métrage, c'est un film à sketch avec notamment un sketch d'épouvante au téléphone, qui avait déjà, excusez du coup, été tourné par Griffith, et aussi pour la télévision. Et alors je me posais beaucoup de questions comme ça, en disant comment Hitchcock aurait fait ce plan, est-ce que ça va faire penser à Feuillade, etc. Voilà, donc je me méfie de ça. C'est un peu ce que je reproche au cinéma de François Truffaut, que je considère comme trop référencé. Et je considère, en bon romérien que je suis, je considère au contraire que le cinéma, je reprends la formule de Romer, est de tous les arts celui qui peut le moins se citer lui-même. Il ne faut pas que le cinéma imite trop le cinéma. Je n'ai jamais été très convaincu par ça. En fait, je ne pense pas être on peut me qualifier de maniériste, mais si j'ai un maniérisme ou un formalisme, ils sont plutôt du côté de traditions antérieures au cinéma, c'est-à-dire le théâtre, ou alors de pré-cinéma ou de début du cinéma muet, bien sûr. Dans le DVD à venir de La Tour de Nesle, on mettra un film d'art de La Tour de Nesle, la toute première version de cette pièce, par Albert Capellani. Et ça m'amuse assez de me situer dans ce voisinage. Je pense que ce film, La Tour de Nesle, il est très parlant et en même temps très muet. Voilà. Et puis il y a aussi d'autres traditions auxquelles je me réfère, comme la dramatique de l'ORTF, qui n'intéresse absolument personne aujourd'hui dans le monde du cinéma. Personne ne va, comme moi, passer des heures sur le site de l'INA à regarder des dramatiques poussiéreuses. La mort de Marcel Bluval, d'ailleurs, est passée dans une indifférence générale. Jean-Christophe Averti, au moment où j'ai été l'interviewer pour France Culture, plus personne n'allait le voir. Donc il y a une déshérence de ce répertoire qui est pourtant passionnant, qui est une sorte de mixte, alors pour le coup, entre cinéma, théâtre et télévision, pour produire des objets tout à fait étonnants, avec ces acteurs qui jouaient en direct dans le studio au début de Chaumont, avec des marques au sol, devant des millions de spectateurs, qui étaient terrorisés, on les comprend, avec ce côté très contraint et en même temps ce côté un peu bricolé, un peu artisanal, un peu foireux qui me plaît assez, qui est en fait l'invention d'un art. Alors je me demande si effectivement ce que je cherche, c'est pas une certaine ouverture, c'est-à-dire de pas se référer à des images figées, à des images mortes et qui ont été, je dirais, polies, pensées, lavées et délavées par des générations de cinéphiles. Ça, c'est un peu ce que j'appellerais le côté Truffaut, qu'on retrouve chez certains cinéastes français d'aujourd'hui qui imitent Truffaut, qui était lui-même un imitateur. Et au contraire, je cherche à me rapprocher de traditions plus anciennes, un peu oubliées, un peu moins visitées, parce que je pense que c'est une source plus vivante d'inspiration. Il n'y a pas de doxa, le regard n'est pas abîmé, il n'est pas sclérosé, et on peut regarder ces objets à nouveau ou encore avec une certaine fraîcheur. Donc, si j'ai un côté érudit dans ma manière d'aborder le cinéma en tant que cinéaste, puisque je suis d'abord un érudit du cinéma, j'essaye d'aller chercher des chemins de traverse et des traditions oubliées et presque des sortes d'enfance de l'art au pluriel qui me permettent moi-même de pratiquer le cinéma, de faire retomber le cinéma en enfance. De réinventer le cinéma sur la réforme un peu tâtonnante. Alors, il y a deux choses quand même sur lesquelles je suis obligé de vous contredire, mais c'est très bien parce que comme ça dialogue. La première, c'est que vous n'êtes pas forcément, si j'ai bien compris, vous êtes un peu insensible, ce que je peux comprendre aussi, à un cinéma qui serait ultra référencé. Mais en même temps, le titre de votre livre s'appelle « Les films me regardent ». Et je trouve que ça, c'est important.
Donc, c'est pas forcément ultra référencé, mais ça met quand même en avant quelque chose de l'ordre d'une chose qui est indescriptible, qu'on appelle le cinéma et qui nous regarde, premièrement. Et deuxièmement, par rapport aux productions de l'RTF, alors je suis peut-être né en 76, mais en tout cas, j'en ai vu beaucoup sur l'INA. Ben, je suis désolé, quand on voit votre film La Tour de Nesle, c'est pas pour vous lancer des critiques élogieuses, mais il y a quand même une différence. Vous, votre film, contrairement aux productions RTF, il y a quelque chose qui manque aux productions RTF, mais je comprends ce que vous voulez dire, mais il y a quand même l'air qui manque. Dans votre film, il y a une aération. Il n'y a pas de cadre dans votre film. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous permet à nous, spectateurs, de voir ce que l'on voit, mais aussi d'imaginer le hors-champ. On a toujours cette impression que, quand, par exemple, je ne sais pas moi, quand par exemple Marguerite arrive dans la scène, on imagine qu'il s'est passé quelque chose avant qu'elle arrive, et on sait qu'il se passera quelque chose quand elle en sortira. Donc ça, c'est une aération qui est complètement différent aux productions de RTF, où c'était effectivement très fermé. Alors, est-ce que c'était le cadre de la télévision? Je ne pense pas que ça soit lié à ça, mais enfin voilà, c'était juste pour vous contredire de manière joyeuse. Oui, bien évidemment que je n'essaye pas de retrouver ce style de manière fétichiste. Ce qui m'a inspiré dans mon travail sur La Tour de Nesle et déjà sur Fantasmes et Fantômes, c'est ce côté contraint, c'est ce fait de se donner des contraintes exquises, hein, c'est-à-dire le décor un peu en trompe-l'œil comme ça, le fait qu'on voit un peu l'artifice du décor, le fait que ce soit en huis clos, dans un espace assez limité, que les comédiens soient quand même mis aussi dans un certain état de risque, puisque ce sont des plans assez longs, pendant lesquels ils ont le temps d'avoir peut-être des angoisses de texte, des angoisses de jeu, mais qui nourrissent aussi l'émotion du jeu d'acteur, qui ne soit pas là aussi sur des rails et sur quelque chose qui soit trop professionnel. Encore une fois, ce que j'aime le plus dans ces dramatiques des Buttes-Chaumont, c'est vraiment ce côté tremblotant, les rails de travelling qui vacillent, les comédiens, on entend parfois des caméras qui s'effondrent en coulisses, et puis les comédiens continuent à jouer comme si de rien n'était. Le comédien, j'ai quand même une dramatique, c'est en votre année conscience où Louis Seigné, qui est un acteur très professionnel, un énorme trou et il se met à suer son héros, il s'éponge avec son mouchoir, on entend tout le monde qui lui souffle. Moi, je trouve ça merveilleux parce que, si vous voulez, peut-être que le paradigme de mon rapport au cinéma et au théâtre filmé, qui pour moi de plus en plus vont ensemble, c'est la pratique que j'ai eue quand j'avais 15 ans du théâtre amateur, et cette émotion extraordinaire que j'avais à jouer à la scène des fêtes du lycée Louis-le-Grand, des pièces de La Biche, de Claudel ou de Pagnol. Donc j'essaie de retrouver un peu ce frisson de la fiction qui vous envahit, vous essayez d'avoir l'air d'être un autre sans arriver à cesser d'être vous-même, vous avez peur de passer par votre texte, etc. Et j'essaie de garder cette fragilité, je pense qu'elle est importante. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui répugne à aller vers le professionnalisme trop lisse et qui essaie de garder l'étincelle de la fiction dans ce qu'elle peut avoir de plus embryonnaire, on pourrait dire, et de plus prometteur à la fois. Mais je n'ai pas envie que ça soit forcément tout à fait crédible. Hein. Qu'on voit quand même un peu la couture du décor, mais aussi la suture, le passage improbable entre le comédien et le personnage. C'est quelque chose qui, alors pour le coup, renverrait peut-être plutôt à Sacha Guitry, je pense, à ce moment que décrit Sacha Guitry sur Sarah Bernard. Il décrit pas tellement, il a beaucoup écrit sur les acteurs, mais il décrit pas tellement les acteurs dans leur jeu, dans le passage entre l'acteur et le personnage, et il décrit un moment où il voit Sarah Bernard en coulisses, qu'il connaissait bien, et le moment où tout d'un coup elle se métamorphose en une espèce de fauve monstrueux avant d'entrer en scène. Et c'est ce moment un peu fragile de la métamorphose, cette mue, comme ça, difficile à attraper, difficile à définir, très mystérieuse, qui m'intéresse. Et c'est intéressant que vous décriviez ce moment où la reine, et je trouve que Isabelle Carpi, je ne dirais pas qu'elle est digne de Sarah Bernard dans mon film, mais elle a un emploi à la Sarah Bernard et elle l'occupe avec panache. La façon dont elle fait des entrées, des sorties, elle fait ça admirablement. C'est une grande actrice, entre autres, à cause de ça, parce qu'elle a le sens des entrées. Le moment où elle arrive en reine, au début du deuxième acte de mon film, c'est une entrée comme veulent le faire des actrices comme Sarah Bernard, Marie-Belle, que j'admire tant, etc. Et ce moment que vous décrivez, où elle sort avec les tablettes et où elle revient, parce que je pense que c'est à ça que vous faites allusion, oui. C'est effectivement une manière de faire exister le hors-champ.
et en même temps de montrer par le biais du cinéma une sorte de rituel de théâtre, une sorte de rituel qui est aussi celui de l'opéra, hein, un dispositif de spectacle, que seul le cinéma peut nous rendre sensibles, parce que finalement, quand on voit ça au théâtre, ça s'est un peu banalisé là aussi. Et c'est, me semble-t-il, le fait d'en faire un objet de cinéma qui lui redonne sa fraîcheur. Et qui fait qu'on le regarde comme quelque chose de peut-être un peu vieillot, mais en même temps, dont on redécouvre le plaisir à nouveau. Alors, cette histoire du hors-champ, bon, qui est évidemment très intéressante, oui, je crois que c'est un aspect important du film. Le film est très parlant, il montre des personnages en train de parler, d'échanger des informations, etc. Mais il y a en même temps ce qui est fascinant chez Dumas, dans la pièce de Dumas, c'est qu'elle est déjà pleine de hors-champ, de sous-textes, de double fond, de révélations terribles qui vont nous être faites, qui sont retardées, d'évocations de ce qui se passe en coulisses, etc. Dans la lignée de la tragédie classique, mais avec quelque chose de plus qu'apporte le drame romantique et qui est déjà très cinématographique, hein. Manière de faire exister le hors-champ très fortement. Par exemple, je pense à ce moment où le roi arrive et où il y a la foule qui est en bas, qui se masse, le roi, etc. Le roi parle à la foule, il y a des réactions. Dans la pièce, c'est un peu plus précis que ça, puisqu'il y avait même des manants qui allaient jusqu'à monter au balcon du Louvre pour essayer de rentrer sur la scène du pouvoir et qui se faisaient expulser à coups de hallebarde par le garde. Bon, c'était un peu compliqué à faire dans le film, donc on a laissé tomber cet aspect. C'est un peu dommage d'ailleurs. Bon, mais il y a effectivement cette manière qu'a Dumas de rapprocher le hors-champ théâtral de la scène et de l'inviter presque sur la scène, de le rendre sensible par les cris, les bruits, les descriptions. Alors peut-être un peu trop, parce qu'il le fait évidemment avec ses moyens de dramaturge, et il a tendance en permanence à nous annoncer ce qui va se passer, à nous surligner, à nous souligner par le texte ce qui se passe en dehors de la scène. Alors j'ai beaucoup coupé ce genre de choses pour en arriver à quelque chose de quand même plus concis, parce que la pièce au départ, si j'avais fait un film de la pièce entière, ça aurait duré 4 heures, donc j'ai quand même pas mal resserré, et pour essayer de rendre à ce hors-champ théâtral sa dimension cinématographique. C'est-à-dire, au fond, je vais chercher des vieilles pièces de théâtre, et j'essaie de trouver là-dedans ce qui annonce le cinéma. Comme si j'essayais de réinventer le cinéma à partir de la poussière du théâtre, à travers des effets qui, bon, aujourd'hui, sont très loin de nous, mais qui étaient l'origine même du cinéma. Donc cet effet de hors-champ m'intéresse beaucoup. Il y en a beaucoup dans le film, non seulement des moments où, par exemple, je zappe l'action par des effets de bruitage, le moment où Buridan se jette dans la scène, voilà, un certain nombre d'interventions comme ça qui se font en coulisses et qui sont matérialisées par le bruit ou par le son. Et puis aussi, il y a l'inverse. Il y a le hors-champ, il y a la manière de mettre les comédiens hors-champ et même l'image hors-champ par un écran noir où tout d'un coup, les comédiens se mettent à parler dans le noir parce que au deuxième acte, on est dans la tour de Nesle, ça tâtonne, on ne sait plus où on est. Et là, ça devient, du coup, alors là, on n'est plus dans la dramatique au RTF, on est dans la dramatique radiophonique. On appelait d'ailleurs ça sur le tournage le plan radiophonique, puisqu'on ne voit rien et on n'entend plus que. On n'a plus que cette audition du texte qui sert de support à la fiction. Donc en permanence, quand même, il y a des effets de jeu de cache-cache qui visent à brouiller les cartes et à faire que cette espèce de matérialité, de frontalité du texte est quand même dérangée par des effets de cinéma, des effets d'ellipse, des effets de trucage, des effets de masque. Qui en fait était très présent dans le cinéma muet, et surtout dans le cinéma muet des années 20, hein, qui avait poussé ça à un degré extrême de sophistication. Je pense que c'est pas parce qu'on fait un cinéma de théâtre qu'on est dans le premier degré du texte. Et peut-être au contraire. Je dirais que c'est parce que le texte est omniprésent, parce qu'il est presque étouffant, qu'on a d'autant plus besoin de le conjurer
de le transcender, de le sublimer par la mise en scène. Il faut trouver des astuces, il faut trouver des solutions pour n'être pas enfermé dans le texte. Le texte est comme une prison, on pourrait dire. Il est là comme une sorte de cahier des charges très contraignant. Il faut dire ce texte, il faut donner un certain nombre d'informations au spectateur, mais à partir de là, comment arriver à ne pas tout exprimer à travers le texte et comment exprimer, moi en tant que cinéaste, comment arriver à faufiler ma liberté, si j'ose dire, et à incarner quelque chose qui soit purement cinématographique sur cette base. Mais si je peux me permettre, excusez-moi de vous interrompre, mais ce qui est assez incroyable, c'est que je ne veux pas comparer deux films, mais il est vrai que quand j'ai découvert votre film, j'avais en tête aussi, et ça, je pense que vous serez d'accord avec moi, j'avais en tête plutôt la version d'Abel Gance, avec Pierre Brasseur, et que j'avais vu il y a longtemps de cela. Mais ce qui est très drôle, et que j'ai revu d'ailleurs pour préparer cette émission, vous allez comprendre pourquoi, parce que ce qui est très drôle, c'est que vous assumez, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire, c'est une pièce de théâtre, donc il y a une théâtralité, il y a un texte et vous l'assumez, puis ensuite vous faites ce que vous avez dit très judicieusement, des effets de cinéma. Alors que dans le film d'Abel Gance, et là c'est autre chose, mais j'ai l'impression que, moi je trouve que le film me concernant a plutôt, enfin je trouve je suis moins sensible au film d'Abel Gance que je l'ai été quand j'étais enfant, parce que je trouve qu'il l'assume pas, le texte, il l'assume pas du tout. Et à partir du moment où il ne l'assume pas, eh ben, il reste en fait, ça le déréalise complètement. C'est-à-dire qu'à partir du moment, dans un des entretiens ou un des textes, je ne sais plus, vous parlez de Rivette, que vous n'êtes pas très sensible majoritairement à son cinéma, mais au contraire, vous êtes d'accord quand Rivette parle du fait que dans n'importe quel film, il y a du théâtre. Et ben, je trouve ça assez intéressant à partir du moment où on assume cela, on peut commencer à s'en extraire et donner quelque chose qui est beaucoup aérien. Il y a un truc dans votre film, pardonnez-moi d'utiliser le mot truc, mais il y a quelque chose, je ne sais pas quoi, je ne pourrais pas vous le dire, j'en sais rien, mais on voit les artifices, on voit les paradoxes, et je pense que vous voulez qu'on les voit. On voit tout. Et à partir du moment où on a tout vu, eh ben c'est ça qui est génial, c'est que on sait, donc il faut continuer. Et il se passe quelque chose au moment où il se retrouve dans la tour et il y a donc le massacre, enfin le crime. Il se passe un truc très magique qui fait qu'on est complètement happé et on suit. C'est-à-dire qu'on voit les artifices, mais ça nous donne envie de continuer encore avec vous. Et je sais pas comment le décrire, mais j'ai trouvé ça étonnant, vraiment étonnant. Mais oui, je suis très content de ce que vous me dites parce que ça prouve que le défi est un peu relevé, quoi. Ça nous renvoie, quand vous dites il faut assumer le texte, bien sûr, ça nous renvoie à André Bazin, qui a magnifiquement théorisé cette idée que le cinéma, à partir d'un certain moment donné, c'est-à-dire la fin des années 40, les grandes adaptations de théâtre de Jean Cocteau, de Laurence Olivier ou d'Autant Lara, ou du même Hitchcock, permettaient d'affronter le cinéma d'égal à égal, d'affronter le théâtre d'égal à égal, en assumant de manière documentaire, en tout cas très matérielle, la réalité du texte, en ne cherchant pas à la contourner, à l'éviter, comme faisaient les gens de la génération d'Abel Gance. Alors ensuite, Abel Gance fait un peu plus tard cette tour de Nesle qui va être, à mon avis, à tort, vantée par Truffaut. Bon, le pauvre, il s'en prend pas mal aujourd'hui. Mais bon, en l'occurrence, c'est vrai que je suis pas non plus un adorateur du film d'Abel Gance. Il y a d'autres versions de la tour de Nesle, comme celle de Gaston Roudès en 1937, que je trouve plus intéressante. Mais enfin bon, c'est un autre débat. En tout cas, c'est vrai que oui, le texte, c'est comme, je ne saurais pas comment dire ça, mais c'est le texte, c'est comme la structure du film, ou peut-être, on va presque dire, si on voulait être la psychanalyse, la paternité du film. Le texte, c'est une sorte de parole, voilà, un peu surplombante, un peu oraculaire, venue d'on ne sait où, qui nous gouverne, qui nous lie, qui nous oriente. Et moi, j'ai besoin de ça, peut-être parce que, voilà, pour des raisons psychanalytiques, j'ai un rapport assez fort à l'image du père et à la fidélité au père. Et en même temps, j'ai besoin, pour affirmer ma liberté en tant qu'artiste, de m'en affranchir. Et je crois que tout est dans ce double mouvement.
J'ai pas du tout le sentiment pour autant de faire un cinéma archaïque ou passéiste. J'espère que c'est pas comme ça que vous l'avez ressenti. Non. Est-ce que vous l'aviez compris comme ça? Non, mais parfois, je pense qu'il y a des malentendus. Des gens considèrent que je suis un cinéma fétichiste, etc. Moi, j'ai pas du tout ce sentiment. J'ai au contraire l'impression que c'est une des manières d'être très contemporain que de s'appuyer sur ces traditions oubliées dont j'ai parlé et parce que du coup, ça nous amène à une sorte d'abstraction. Vous voyez, un film que j'admire beaucoup, c'est le film d'Alain Resnais, Mélo, parce que Alain Resnais, il va prendre un texte d'Henri Bernstein, qui est un texte vraiment, alors pour le coup, qui n'a pas du tout le côté flamboyant et passionnant du texte de Dumas, qui est un texte vraiment, un texte de théâtre de boulevard assez basique, et il en fait un chef-d'œuvre absolu parce que il y a un certain moment, on n'écoute même plus le texte, on est sensible à la pure musicalité du jeu des acteurs, à leur inscription dans l'espace, au mouvement de la caméra, à des effets de pure mise en scène. Alors, je ne sais pas s'il en est de même, je ne me compare pas à Resnais, évidemment, et je ne comparerai pas Bernstein à Dumas, mais c'est malgré tout un peu ce que je cherche avec mes moyens, mes faibles moyens, c'est de la pure mise en scène. Vous me direz que je pourrais faire ça au théâtre, mais ça ne m'intéresserait pas, car je pense que je suis pas... J'ai fait de la mise en scène de théâtre, j'étais pas bon du tout dans cet exercice. Il me faut, je pense, le cadre, hein, les limites du cadre, le montage, qui est un exercice que j'adore, peut-être ce qui me passionne le plus, comme je pense beaucoup de cinéastes dans l'exercice cinématographique. Voilà, il me faut quelque chose qui me permette de circonscrire et de cadrer mon imaginaire. Mais il est certain que ça, à partir de là, à partir d'un texte comme celui de Dumas, je ne me préoccupe pas. J'en vois, si vous voulez, j'en vois valser toutes ces préoccupations scénaristiques qui, personnellement, m'emmerdent. J'ai toujours refusé de rentrer dans le système français des scénarios qu'on écrit, on fait 52 versions pour les commissions, il va falloir que ça plaise à la commission Poitou-Charentes, mais est-ce que tu penses qu'on aura la région Aquitaine? Est-ce qu'il faudra tourner en Limousin? Je me suis malheureusement laissé un peu embarquer là-dedans lorsque j'ai fait mon premier film, et j'ai tout de suite compris comment ça fonctionnait, c'est-à-dire que le scénario, au fond, est devenu une espèce de piège qui permet de programmer le contenu des films en fonction d'un certain horizon d'attente des commissions et des diffuseurs et des financiers du cinéma. Moi, j'ai pas du tout envie d'être sous ce mirador. J'ai pas du tout envie qu'on observe et qu'on programme le cinéma que je vais faire, qu'on en décide pour moi. Donc, j'ai trouvé cette solution qui finalement fonctionne pas si mal, d'aller prendre un texte qui n'est pas de moi, qui m'intéresse pour toutes les raisons que j'ai dites et pour d'autres qu'on pourra explorer, mais qui me permet surtout, à partir d'un texte, dont je ne suis pas responsable, de décliner une mise en scène qui va essentiellement passer par le découpage et par la direction d'acteur. Mais moi, je pense que vous ne pouvez pas. Je pense que c'est pas possible, effectivement. Vous n'auriez pas pu, je pense, monter cette pièce de théâtre parce que je crois que vous avez besoin de dire un moment coupé, oui. Juste pour changer le placement de la caméra. C'est important pour vous, ça. Et ça se voit dans le film. C'est éclatant même. Et je pense que parce que vous ne pouvez pas dire couper pendant la représentation d'une pièce de théâtre, que c'est pas, je ne vous vois pas le faire, en fait. Et je vous vois beaucoup plus dans cette position-là de dire couper et donc de changer la position. Mais vous avez raison, c'est ça, en fait. C'est qu'à un moment, moi, le texte, pardon de vous le dire, mais vous l'avez dit à ma place, c'est qu'à un moment, je l'écoutais plus, ce texte. Et c'était plutôt le rythme, c'était plutôt la musicalité qui me laissait emporter. Et c'est surtout, et c'est grâce à votre film que, après, en le comparant à Abel Gance, pardon, là, c'est très truffaldien ce que je suis en train de faire et ce que je suis en train de dire, comparer deux films. Mais en fait, vous avez un truffaldien à côté de vous, donc je ne me suis pas permis de vous le dire. Mais encore que je suis d'accord avec vous pour le dernier métro, c'est pas possible. Mais bref, je referme la parenthèse. Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est en voyant le film d'Abel Gance que je me suis dit, mais c'est impressionnant. On a à côté quelqu'un qui est beaucoup trop officiel et beaucoup trop qui prend trop au sérieux ce texte, et puis d'un côté, quelqu'un qui le laisse un peu respirer ce texte, le transpirer, et ça donne quelque chose d'assez incroyable. J'ai une question à vous poser. Est-ce que pour vous, c'était nécessaire d'être parmi vos comédiens
dans le film? Parce que vous jouez le rôle masculin principal, qui est celui de Buridan, qui était joué par Pierre Brasseur dans la version d'Abel Gance. Est-ce que c'était pour vous une évidence d'être avec eux? Alors oui, sur ce plan, j'ai un peu évolué parce que par exemple, quand j'ai fait C'est l'homme, c'était pas évident que je joue le rôle au départ. Je me souviens, c'est d'ailleurs un de mes amis, Laurent Achard, qui m'avait accompagné dans la gestation de ce projet, qui m'avait dit non, il faut que tu joues le rôle. Et bon, ça n'a pas été mince affaire parce que c'était pas un rôle facile. Mais sans doute que je voulais le jouer obscurément et que cette décision a rencontré mon désir. À partir de ce moment-là, ça a été tâtonnant ensuite pour Fantasmes et Fantômes. Je me souviens, quand j'ai fait Fantasmes et Fantômes, qui était donc un film à sketch avec des pièces de Grand Guignol et une pièce de Courteline, la pièce de Courteline, qui a été le début de cette trilogie, j'étais pas encore sûr de jouer le rôle. Et finalement, là aussi, des événements de tournage qui souvent vont à la rencontre de votre désir profond, m'ont amené à jouer moi-même. En ce qui concerne La Tour de Nesle, il n'y a pas eu d'hésitation. Dès le début, je voulais jouer. Je dirais même que ça a été vraiment un des éléments moteurs dans mon envie de faire ce film. Alors, pourquoi ce personnage? Ce serait une question là aussi qui nous ramènerait à la psychanalyse et au rapport au père. Mon père, dont j'ai beaucoup parlé dans mes livres, qui a été, on pourrait dire, peut-être le grand amour de ma vie, était un homme qui faisait des chantages. Il passait son temps à faire chanter les autres. Je m'en suis rendu compte, pas sur le moment, vous voyez, j'ai pas pensé du tout en faisant ce scénario et en travaillant. Et puis c'est peut-être au moment du tournage, je me suis dit, mais c'est ça, en fait. J'essaie de retrouver cette espèce de cruauté qui était la sienne, de dureté, et en même temps d'envie de pousser les gens dans leur vérité aussi. Ce qui est très beau dans le personnage de Buridan, c'est qu'il est à la fois atroce, et en même temps, il pousse les autres dans leur vérité. Il arrive à leur faire cracher leur vérité, que ce soit la reine, les fils, etc. Il y a une manière d'arriver comme ça, et tout d'un coup, de révéler l'envers du décor, d'aller encore plus loin dans l'exploration de la vérité, ce qui fait de lui à la fois une figure du père, en tout cas d'un certain type de père, une figure du psychanalyste. Il y a cette scène merveilleuse avec Landry, cette scène très longue, c'est pour ça que je voulais que le plan soit très long, et où Landry se met à raconter des trucs, Buridan n'écoute quasiment plus, c'est la tension flottante, et puis tout d'un coup, tac, un petit détail, et c'est le fameux retour du refoulé, si présent dans la littérature d'Alexandre Dumas, mais évidemment, c'est l'invention de la psychanalyse 50 ans avant. Et puis, c'est une figure de l'écrivain aussi. Buridan, c'est quelqu'un qui cherche à réagencer les choses, à déranger l'ordre des choses, à déranger la fatalité, à créer du romanesque, là où il ne se passe plus rien pour lui, en tout cas, à réinventer du drame dans sa vie, faire des drames, faire des scènes, ça aussi, ça me rappelle mon père. Et donc c'est ambigu parce que c'est à la fois la recherche de la vérité, c'est la recherche du romanesque, une vérité qui s'incarnerait dans le romanesque. Car au fond, dans cette pièce, il y a du théâtre, c'est une magnifique pièce de théâtre, c'est une des plus grandes pièces de théâtre du XIXe siècle, et une des plus célèbres, sinon la plus célèbre. Mais c'est aussi l'annonce de ce que va devenir Dumas comme romancier. Au moment où il écrit La Tour de Nesle, il n'a pas encore écrit Les Trois Mousquetaires, le Comte de Monte Cristo, mais il y a déjà une force romanesque extraordinaire là-dedans. Il y a tout ce thème très romantique de la machination, qui est aussi évidemment le thème de Balzac et de Hugo, du ver de terre amoureux d'une étoile, de l'homme de rien, tout d'un coup, veut devenir. Donc, il y a ce côté, cette manière de s'inventer des vies, de se faire des déguisements, de se faire des têtes, et oui, tout en dévoilant les secrets des autres, d'essayer de redonner un sens à sa vie. Et en permanence, de bouger l'éclairage et si vous regardez Buridan, c'est extraordinaire parce qu'il arrive au début, il est dans cette taverne, on commence à comprendre qu'il a un secret, il y a tout ce tout petit moment où il décrit le secret qu'il y a entre Marguerite de Bourgogne et lui, et puis on l'oublie pour passer à autre chose. Il va à la Tour de Nesle avec Philippe Daunet. Qu'est-ce qui va se passer? Il cherche des bonnes fortunes, et puis qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, il va y avoir le chantage qui est arrivé comme ça un peu par hasard. Puis l'histoire, je vais pas spoiler le film. Donc en permanence, il réécrit sa vie, il la réinvente au fur et à mesure, en fonction des circonstances. Et il y a comme ça un perpétuel glissement de terrain qui fait qu'on n'est jamais sûr de la vérité, qu'elle est constamment remise en cause et confrontée à de nouvelles révélations
qui participe évidemment du goût qu'a Dumas d'étonner le lecteur et le spectateur. Dumas, d'après ce que j'ai pu comprendre, était un grand dragueur. Il aimait draguer les filles en leur racontant des histoires, en les épatant et en les étonnant. Donc il y a ça dans La Tour de Nesle, hein. On est en permanence étonné par des révélations. C'est-à-dire qu'il y a une vérité qui est révélée, mais derrière il y a encore une autre vérité et encore une autre. Et donc c'est cet effet de poupée russe, cet effet de vis sans fin, et de fiction sans cesse reconstruite et sans cesse déconstruite, qui m'a fasciné sans doute. À la fois la fabrication de la fiction et en même temps sa fragilité. Par rapport au livre édité chez Hémisphère, en lisant le livre, je me suis amusé mais si quand même, je me suis amusé à essayer de trouver dans certains de vos textes, qui sont sublimes d'ailleurs, des connexions avec le film, avec La Tour de Nesle. Et si je peux me permettre, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je voudrais vous lire un petit extrait d'un article que vous aviez écrit. Alors, c'est un texte qui était paru dans Espion, résistant, terroriste, figure du cinéma, édité en 2009. Et le texte s'intitule Edwige Feuillère, qui espionne au service de la France. C'est la page 24. En fait, c'est par rapport à l'histoire, la grande histoire. Et vous écrivez si l'histoire n'est qu'une affaire d'affect, encore faut-il savoir les mettre en scène. C'est pourquoi, à une Marthe Richard, virtuose dans l'exercice de sa duplicité, le film oppose une Mata Hari qui ne se contrôle pas, qui laisse s'épancher sans les maîtriser ses sentiments et ressentiments personnels. Et un peu plus loin, vous dites à sa manière, le cinéaste prolonge donc une vision récurrente dans le cinéma français de l'âge classique, et même au-delà, celle de l'histoire, l'histoire avec un grand H, comme un petit théâtre où les hommes, et mieux encore les femmes, orchestrent leur passion personnelle sous couvert de causes collectives. J'avais l'impression de voir ça, moi, dans La Tour de Nesle, en fait. C'était quelque chose qui était assez évident pour moi. Et là où je voulais en venir, c'est comment vous vous positionnez, effectivement, même si c'est une histoire vraie, certes, après romancée par Dumas, mais il y a eu cette histoire et c'est une affaire qui a existé réellement. Mais comment vous vous positionnez? Comment filmer la grande histoire, en fait? Comment la filmer, cette grande histoire, quand on adapte une pièce de théâtre et qu'on est toujours dans cette idée de constamment faire en sorte de travailler sur le hors-champ? Comment on filme cette grande histoire sans être ce que l'on voit actuellement dans le cinéma français, donc c'est-à-dire quelque chose qui ont tendance à respecter trop cette grande histoire quand on s'attaque au cinéma? Oui, c'est ce qu'on pourrait reprocher à pas mal de films historiques d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un côté respectueux, à la fois souvent erroné et respectueux, je dirais, où il n'y a pas le moindre bouton de guêtre qui manque, et en même temps l'esprit ne souffle pas. Je ne vais pas citer de titre, mais enfin, je me suis fait assez d'ennemis comme ça. En tout cas, ne serait-ce qu'aujourd'hui. En tout cas, sur la manière de filmer l'histoire, moi j'ai évidemment un parti pris un peu différent. Je prétends pas filmer l'histoire. Je prétends plutôt, je m'amuse, à reconstituer une certaine vision de l'histoire, une certaine représentation de l'histoire qui était celle des romantiques. Donc c'est pas le Moyen-Âge que je vais montrer, mais l'image très naïve, très stylisée, très artificielle qu'en avaient Dumas et ses contemporains, avec voilà, les troubadours, le style troubadour, hein, comme on disait, les choses moulantes, le sang, la volupté, la mort, les orgies terribles, toute cette histoire de la Tour de Nesle qui en fait est partie de petites parties fines dans ces appartements qui était une sorte de succursale du Louvre, qui était juste en face du Louvre. À partir de là, bon, il y a eu un procès, il y a eu des choses assez spectaculaires qui se sont passées, mais Dumas, quand il récupère cette histoire en 1830, en pleine mode du Moyen-Âge romantique, en fait un réservoir à fantasmes extraordinaire. Il mêle ce personnage de Buridan, qui dans la réalité n'avait pas du tout été mêlé à l'affaire. Il va développer ce personnage de la reine un peu sadique, régnant sur un parterre d'hommes alanguis, efféminés et plus ou moins humiliés par elle. Avec ce seul personnage de Buridan qui lui tient tête. C'est ça aussi qui m'a fasciné dans la pièce, cette guerre des sexes assez violente entre une femme assez phallique et un homme qui porte une sorte de masculinité
je dirais, à la fois résistante et quand même assez problématique. Bon, voilà, mais c'est plutôt un petit théâtre historique qui m'intéresse. Je prétends absolument pas délivrer quelque vérité que ce soit sur le Moyen-Âge. J'ai plutôt tendance à exagérer les poncifs du romantisme à travers les costumes qui sont très colorés, très bariolés, très contrastés, à travers le décor en toile peinte, qui n'est pas tout à fait de la toile peinte, qui est plutôt, ça c'était le premier projet que j'avais au départ, qui est une sorte de papier peint évoquant les fleurs de lys avec tout d'un coup des taches de sang qui vont finir par envahir le décor. Donc il y a un merveilleux travail de ce point de vue-là, à la fois de la décoratrice Sarah Schneider, de la costumière Pascal Rousseau, à travers la musique aussi de François Régis, qui est dans un style comme ça un peu néo-médiéval, où je lui fais écouter des extraits de la partition de Maurice Terrier pour les visiteurs du soir. Donc il y a ce côté très kitsch et qui est moins, qui encore une fois cherche moins le lien avec une époque que à nous donner à voir l'histoire comme un théâtre qu'on essaierait de rejouer comme des enfants en s'amusant d'enfiler ses costumes. Voilà, ça me rappelle, enfin personnellement, je ne peux pas me faire autrement que revenir des souvenirs personnels, mais c'est ce que m'a dit Arthur Dreyfus qui joue dans mon film, qui joue deux rôles hein, d'ailleurs, l'un des manants et l'un des courtisans, ce que j'appelle le cœur antique, hein, comme dans un film de Sacha Guitry, des boiteux, où les domestiques et les monarques sont joués par les mêmes acteurs. Là, dans mon film, les manants et les courtisans sont joués par Axel Burstein et Arthur Dreyfus qui jouent deux rôles différents. Bon, et Arthur me dit, mais finalement, en faisant ce film, La Tour de Nesle, tu rejoues un peu ce que tu faisais dans la Maison du Midi et quand tu étais enfant et que tu montais Roméo et Juliette ou Hamlet avec tes petits copains, il fallait toujours mettre des collants. Et puis, la pièce durait 10 minutes. À peine Roméo, et c'était évidemment moi, avait rencontré Juliette, voilà, ils mouraient tous les deux dans d'atroces souffrances. Et c'était une sorte de digest, comme ça, de version très résumée de la pièce. Donc, il y avait déjà chez moi ce goût d'une théâtralité un peu outrancière, un peu naïve, que je déploie là, voilà, consciemment, je dirais, une manière consciente d'être naïf, on pourrait dire. Et une manière peut-être un peu désespérée de ressaisir la naïveté. Car peut-être qu'au fond, je me désespère de ne plus être cet enfant et de ne plus avoir ce rapport naïf à l'histoire et au théâtre. Mais en même temps, j'y crois toujours. Il y a une partie de moi qui y croit toujours et qui court après ses ombres. Alors non, je le redis, c'est pas la grande histoire qui m'intéresse. Et ce qui est assez merveilleux chez Dumas, comme chez Guitry, c'est que les personnages sont mus par des passions personnelles. C'est le personnage de Buridan, dire qu'il y a un côté politique, évidemment, dans son positionnement, y compris si on l'inscrit dans le cadre historique où a été créée la pièce, celui du début de la monarchie de Juillet, où étaient tombés Charles X à cause des ordonnances de la censure. Tout d'un coup, il y a un moment incroyable au théâtre où on peut faire des pièces comme celle-là qui sont très subversives. C'est vraiment les grandes pièces romantiques dont La Tour de Nesle est un des plus beaux fleurons. Mais alors, il est évident aussi que Dumas applique un certain nombre des thèmes de l'Ancien Régime et de la féodalité corrompue à la France de Charles X ou de Louis-Philippe. Mais enfin, c'est pas ça qui nous intéresse tellement aujourd'hui. On peut s'amuser, si l'on veut, à faire des applications à notre époque. Quand j'ai fait le film, je l'ai tourné. C'était en novembre-décembre 2018. Nous étions en pleine crise des Gilets jaunes qui parcouraient les rues de Paris. Mais en plus, moi, je tournais dans une boutique avec vitrine, donc j'étais quand même un peu en Ah bah oui. Et je me suis aperçu que, comme par hasard, j'avais choisi le jaune pour mon personnage, qui est quand même un personnage d'homme de rien, comme dirait Macron, qui tient la tête aux puissants et qui cherche quand même à affirmer son ambition dans un monde où tout est fait pour l'étouffer, pour le bâillonner, pour l'humilier. C'était peu après l'affaire Benalla. Il y avait un côté Buridan chez Benalla, qui était tout d'un coup un homme dont on a cru qu'il allait peut-être faire chanter Macron, qu'il connaissait des secrets, qu'il allait faire trembler la République. Donc c'est amusant de retrouver un peu ces éléments-là. Mais j'irai pas jusqu'à y voir une vision politique profonde de l'histoire.
ce qui m'intéresse dans cette pièce, je le dis très sincèrement, c'est ce qui m'a intéressé peut-être de plus en plus pendant le tournage, c'est un peu ce que j'ai décrit tout à l'heure, hein, ces différentes passions du personnage de Buridan. C'est aussi le personnage de la reine, la dureté de cette femme, et en même temps son côté fascinant, son côté statue de la mort, on pourrait dire. C'est un peu Maria Casares dans Orphée, quoi. C'est une femme terrible, et Jésabel Carpi le joue comme ça. Elle le joue comme une statue, d'une manière hiératique, marmoréenne, terrible, face à moi, qui cherche désespérément quelle clé va entrer dans la serrure et quel moyen d'arriver à retrouver le cœur de cette femme. Car je crois profondément que Buridan est amoureux encore de Marguerite. C'est une histoire d'amour fou qui passe par le chantage, qui passe par la terreur, qui passe par des situations folles, mais qu'il y a au fond de cet homme, même s'il n'en est pas forcément conscient, un amour persistant pour cette femme et une folie qui passe par le fantasme du pouvoir, mais où l'amour tient quand même une place absolument centrale. M'aimerais qu'on termine cette émission en parlant du livre, et donc je rappelle qu'il est édité chez Hémisphère. Vous ne m'avez pas répondu par rapport au terme les films me regardent. Bon, c'est pas grave, on va parler de ça, oui. mais ce que je veux dire, c'est que c'est un recueil de textes que vous avez écrit ici et là, que je recommande vivement parce que je trouve que moi, je suis très, très sensible à la subjectivité des critiques de cinéma, on va dire ça comme ça, ou des historiens, en tout cas des gens qui s'accaparent les films pour essayer de se comprendre un petit peu, et puis, comme vous le dites très joliment, d'accepter vos propres fantômes, ou de les regarder. Et je trouve ça très, très joli. Et il y a des textes qui sont même, peut-être, vous n'abordez pas frontalement le cinéma. Je pense pour le coup à un magnifique texte où vous parlez d'un certain J, dont vous donnez le prénom final à la fin du texte et que je trouve extraordinaire. Mais je ne vais pas spoiler parce que vraiment j'invite les lecteurs à le lire, ce magnifique texte, où ça parle aussi de personnages de romans. Mais là où je veux en venir, c'est que est-ce que ça va être une question qui va peut-être vous paraître basique, mais j'ai très envie je suis très curieux. Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre parcours de loueur de cinéma ou de regardeur de films, je ne sais pas comment on peut dire ça, est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous sentiez un peu trahi par les images? C'est une bonne question. Oui, enfin, je dirais que trahi par les images, bien avant le cinéma, sans doute. Vous savez, j'ai pas très envie de rentrer dans des détails intimes, mais enfin, j'ai raconté dans un de mes livres qui s'appelle Mes scènes primitives, une vision que j'ai eue alors bon, ça nous ramènera peut-être à la Tour de Nesle, une vision que j'ai eue de ma mère, se livrant à un acte sexuel, qui n'était pas une vision moche d'ailleurs, qui était une vision plutôt belle, c'est même ça qui la rendait terrible, et qui a été sans doute, je pense, quelque chose autour duquel s'est articulé mon rapport aux images, c'est-à-dire à la fois ma fascination et ma phobie, le sentiment que... Il y a cette phrase de Roland Barthes que j'adore, hein, l'image, c'est ce dont je suis exclu. C'est sûr qu'en voyant ma mère faire l'amour avec un homme qui n'était pas mon père, ça ne peut pas ressentir le fait d'être exclu d'une image d'une manière plus forte. Là, je retrouve un peu des échos, d'ailleurs, de cette scène primitive, entre guillemets, puisque c'est pas tout à fait la scène primitive telle que l'a décrit Freud, dans La Tour de Nesle, dans la scène précisément où Orsini est à la fenêtre, il est en train de commenter le tonnerre, les éclairs, et puis on entend derrière, dans la coulisse, des voix de femmes qui se livrent à des orgies, est-ce la reine, est-ce la sœur de la reine, etc. Il se trouve d'ailleurs que, un peu faute de personnel à ce moment-là, j'ai demandé que l'une de ces voix soit jouée, soit assumée par ma mère. C'est la voix de ma mère que vous entendez dans la coulisse au moment où Orsini commente les ébats royaux. Je m'en suis rendu compte après coup.
Donc, trahi par les images, oui, c'est pas faux, oui. Tout d'un coup, il y avait l'image était porteuse d'une fissure, d'un lien rompu, d'un sentiment d'exclusion et d'un sentiment de solitude. Et je n'ai eu de cesse ensuite peut-être que de reconstruire des images. Alors, c'est passé par la cinéphilie, avec mon amour pour des actrices qui étaient un peu des sosies de ma mère, comme Gaby Morley, etc. J'en parle beaucoup dans le livre. C'est passé par aussi un certain rapport aux images dans mon théâtre érotique, hein, mon goût pour les hommes en collant, par exemple, pour le bondage, qu'on va retrouver dans la Tour de Nesle, tout ce qui, précisément, tout ce qui, à la fois, enserre le corps et l'inscrit dans l'image, et on pourrait dire l'enferme dans l'image. Et puis c'est passé petit à petit par autre chose, c'est-à-dire le fait de vouloir moi-même produire des images de cinéma. Ça a commencé d'ailleurs par du théâtre érotique avec C'est l'homme, qui est un film où je me mets en scène dans le rôle d'un homme qui s'habille en femme, qui met des collants, qui sort dans la rue, qui se fait ligoter par des voyous, etc. Donc voilà, tout ça est très cohérent. Oui, l'image comme si cette image qui avait été le lieu de lien rompu, tout d'un coup, je lui ai redonné une puissance de lien très forte. Mais j'espère que ce lien, je ne voudrais pas que ce lien soit étouffant pour le spectateur. Je voudrais que le spectateur y trouve sa place. Je ne sais pas si ça a été trop le cas avec C'est l'homme, qui était un film peut-être trop plein de cette obsession qui est la mienne. J'ai l'impression que plus ça va, plus ça respire quand même. Et que plus les spectateurs arrivent à trouver leur place dans mon cinéma. Peut-être aussi parce que je suis parti d'un film qui était un autoportrait érotique, pour aller vers des films quand même de plus en plus polyphoniques. Et je crois que La Tour de Nesle, il n'y a pas que moi dans ce film, il y a quand même un certain nombre de personnages et de comédiens, de voix assez dissonantes, de sensibilité, de respiration, de partition. Un mélange de comédiens professionnels et moins professionnels, de gens de toute génération, et ça, j'aime cette diversité. Voilà, donc, mais je pense que votre idée est assez juste. Oui, il y a l'image. L'image, comment dire, il me semble que ma fascination pour l'image de cinéma part d'une certaine phobie. Et part du sentiment que l'image est maudite. Elle est maudite, elle est porteuse d'un danger, elle est porteuse de sexualité, elle est porteuse de choses qu'il ne faut pas voir, qu'un enfant n'a pas le droit de voir, peut-être. Et c'est à partir de là que j'ai construit mon imaginaire du cinéma, en allant vers des formes qui me cachaient précisément ce qu'il ne fallait pas voir, qu'il a dévoilé petit à petit, etc. Enfin, c'est tout un jeu de cache-cache avec voilà, qui est assez complexe. Mais je pense que s'il n'y a pas une... Je me demande si on peut devenir cinéaste si on n'a pas justement ce rapport de peur avec les images, si on n'a pas peur des images. Je pense que si votre rapport aux images est serein, si vous trouvez finalement que c'est banal de filmer, si vous n'avez pas le sentiment que c'est quelque chose de la fois tabou et sacré, ben, je trouve pas ça très intéressant de faire du cinéma. Les grands cinéastes que j'admire, que ce soit Mizoguchi, que ce soit Bresson, que ce soit Hitchcock, que ce soit Romer, bah, ce sont des cinéastes qui ont un rapport coupable à l'image. Voilà. Et dans La Tour de Nesle, c'est vrai qu'il y a plein de moments où l'image porte cette culpabilité. La mère qui va avoir une relation, qu'on va peut-être pas dévoiler avec son fils, mais enfin, bon, enfin si, j'ai quand même un peu dévoilé en disant ça. Un petit peu là, je pense. Les caches dont j'ai parlé, l'érotisme du costume masculin qui à la fois dévoile et en même temps dissimule. Là, il y a en permanence comme ça des traces de la culpabilité dans l'image qui me semblent intéressantes. Peut-être que c'est un vieux fond chrétien, bien que je ne sois pas croyant. Oh, je pense pas que ça soit. Je pense pas que ça soit lié à ça, au fond chrétien, comme vous dites, parce que je crois pas que ça soit une. Enfin, je ne crois pas que ça soit
chrétien. Je veux dire, c'est ça où je veux en venir. Quand je cite Bresson, Romer et Hitchcock. Oui, bien sûr. Là, je suis d'accord avec vous. C'est vrai. D'accord. Mais bon, alors peut-être qu'effectivement, il faut élargir ce thème de la culpabilité pour parler plutôt, pour revenir plutôt à cette question de la peur. Vous me faites penser à Anthony Perkins, aka Norman Bates qui vient de quitter Marion Crane et qui donc prend le tableau Suzanne et les vieillards, qui le met de côté pour regarder par le petit trou. Et je pense que c'est ça finalement la définition du mot cinéaste, c'est de regarder par le petit trou. C'est pas de pas se contenter de ce qu'il y a. Et je trouve que ça c'est passionnant en fait finalement. Oui, il y a derrière l'image un arrière-monde menaçant qu'il s'agit de suggérer. C'est pour ça que j'aime aussi beaucoup Clouseau. Dans mon cinéma, il y a le texte, mais beaucoup de choses se passent derrière le texte, en coulisses, dans la pénombre, dans le hors-champ, comme vous l'avez dit. Dans Fantasmes et fantômes, il y avait par exemple ce 3e épisode où je jouais un directeur d'asile psychiatrique qui arrivait pour recevoir des journalistes, et il y avait un côté très comme ça, très bienséant, très officiel. Puis derrière, on entendait des cris horribles, des cris de fous, etc. Donc, j'aime beaucoup jouer de ce contraste entre quelque chose qui a l'air comme ça très lisse, puis tout d'un coup, derrière, une sorte de foisonnement de l'inconscient. Alors, est-ce que ce serait pas aussi le dialogue entre le rationnel et l'irrationnel? Je suis quelqu'un d'assez rationnel, un érudit, un professeur d'université, etc. Et j'ai en moi une folie que j'ai envie d'exprimer aussi. Et mes films sont faits peut-être de cette tension entre la rationalité qui passe éventuellement et en grande partie par le texte, et puis derrière tout un arrière-monde pulsionnel qui frappe à la porte, que j'ai pas trop envie de laisser rentrer, mais que j'aime à suggérer. La Tour de Nesle, donc, je le disais au début de l'émission, sera projetée le 10 novembre à 19h30 au cinéma à la Clé, dans le 5e arrondissement. Et il y aura d'autres projections qui sont prévues en France. Tous les détails seront dans le descriptif de cette vidéo. Il y a ce film-là. Ah oui, et aussi, bien évidemment, c'est très important de le dire, le film sortira sur Ciné+, je l'avais noté fin janvier 2022, et puis surtout en mars-avril 2022, en tout cas durant cette période-là, le film sortira en DVD, donc il y a encore la possibilité de le voir. En parallèle, je vous recommande, mais vivement, le livre de Noël Herp, Les films me regardent, et de prendre le temps de lire les textes qui sont, je trouve, passionnants et qui sont extrêmement généreux. Voilà, je n'en dirai pas plus. C'était vraiment un plaisir de discuter avec vous. Ça a mis du temps. Il y a eu beaucoup de problèmes pour poser ce rendez-vous, mais en tout cas, on est là et ça a été un plaisir. Je vais mettre 3 points de suspension à notre conversation parce que j'ai très envie de renouer le dialogue avec vous un autre jour plus tard. Je ne sais pas sur quel sujet, mais en tout cas, ça me ferait plaisir. Quand vous voulez, le plaisir était partagé et c'était passionnant. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est parti, générique. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.